Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. La plupart des mythes qui fondent les civilisations reposent sur la complémentarité qui unit l'homme et la femme. Moitié indissociable d'un tout, les pôles masculin et féminin s'harmonisent non seulement pour perpétuer l'espèce, mais à l'image du yin et du yang, ils permettent d'appréhender le monde dans sa diversité et dans ses richesses. Pour autant, cette longue histoire de la relation homme-femme est jalonnée de drames et d'abandons. Et comme vous allez le découvrir dans notre première enquête, le divorce n'est pas toujours la solution que choisissent certains pour mettre un terme à leur mariage. Trace de sang. Aucun dégât causé au véhicule. La police ne trouve pas non plus d'éléments suspects à l'intérieur de la maison. Nous avons regardé dans chaque recoin de chaque pièce de la maison. Rien ne nous a semblé étrange. Policiers, brigades cynophiles et plongeurs parcourent l'immense propriété d'une centaine d'hectares des Harris. Il y avait plusieurs puits abandonnés. Nous avons installé une caméra sous-marine pour explorer les puits et parallèlement, nous menions des recherches dans les bois. Il y avait des hélicoptères, des plongeurs dans le lac, mais rien. Pas de vêtements, de traces de sang, d'os, rien du tout. Ils n'ont trouvé aucune trace d'elle à l'extérieur de la maison. La police essaie de reconstituer l'emploi du temps de Michelle la veille de sa disparition. Michelle était serveuse dans un restaurant de la ville. D'après ses collègues, elle est partie à la fin de son service, soit à 21h. Mais elle n'est pas partie seule. Elle était accompagnée par l'un des cuisiniers, Michael Hakes. Les enquêteurs ont interrogé M. Hakes. Il a déclaré avoir quitté Michelle Harris sur le parking et que c'était la dernière fois qu'il l'avait vue. Les vidéos de surveillance du restaurant ne peuvent pas confirmer sa version des faits. Mais Hakes a un solide alibi. Il a déclaré s'être rendu chez sa petite amie après avoir quitté le restaurant. Nous l'avons interrogé pour savoir si M. Hakes lui avait demandé de lui fournir un alibi et de mentir à la police. Elle a répondu qu'il était bien venu chez elle ce soir-là après son travail et qu'il y avait passé la nuit. La petite amie de Hakes déclare qu'il l'a rejointe à 21h45. Mais en quittant le restaurant à 21h et sachant que son amie vit à 15 minutes de là, il y a un vide d'une demi-heure dans son emploi du temps. L'enquête est approfondie et fait ressurgir un fait capital. Michael Hakes a été accusé de viol et tentative de meurtre en Arizona, où il a purgé une peine de 10 ans à la prison d'État. Il avait été libéré depuis 1 an au moment des faits. Les employeurs de Michael Hakes, tout comme Michelle Harris, ignoraient qu'il avait ce passé de délinquant sexuel. Je ne sais pas si Michelle avait connaissance de son passé, mais à ce moment-là, nous avons eu l'intime conviction que quelque chose de grave s'était produit. La police n'a aucune piste concernant la disparition de Michelle Harris. Tout ce que savent les enquêteurs, c'est qu'elle n'est pas rentrée chez elle ce soir-là et que sa voiture a été retrouvée abandonnée à 500 mètres de sa maison. Michelle a quitté le restaurant avec l'un de ses collègues, Michael Hakes. L'homme a déjà été condamné pour crime sexuel, mais son entourage l'ignorait. On se dit qu'il a purgé sa peine, payé pour ses crimes, et qu'il essaie d'avoir une nouvelle vie. Mais on se dit aussi que s'il l'a fait une fois, il peut recommencer. Michelle Harris a disparu de façon inexplicable. Sa voiture a été retrouvée à 500 mètres de son domicile et aucun indice n'indique que Michelle ait été enlevée ou agressée. Pour autant, une information inquiétante vient peser sur le déroulement de l'enquête. Michael Hakes, l'un des cuisiniers du restaurant dans lequel Michelle est serveuse, a purgé dans le passé une peine de 10 ans de prison pour crime sexuel. Mais rien ne laisse penser naturellement qu'il ait pu récidiver. Avant de bâtir des hypothèses et dresser une première liste de suspects potentiels, les policiers procèdent à une inspection minutieuse de la voiture abandonnée. Et ce qu'ils découvrent les rend perplexes.
En examinant le véhicule de Michel, la police scientifique relève des empreintes sur la portière côté conducteur. Elles appartiennent à 2 personnes. C'est bien sûr un indice primordial dans ce genre d'affaires. Mais ces empreintes ne correspondent pas à celles de Michael Hicks. La police étudie alors les relevés téléphoniques de la jeune femme et découvre qu'un homme du nom de Brian Hurley l'a appelé la nuit de sa disparition. Il a effectivement appelé et laissé un message lui demandant de passer chez lui. Brian Hurley et Michelle Harris sortent ensemble depuis 1 an. Hurley venait de quitter Philadelphie pour emménager dans le nord de l'État de New York pour se rapprocher d'elle. Elle le voyait sûrement très souvent et ils avaient des sentiments très forts l'un pour l'autre. Ils avaient envie de passer à l'étape suivante de leur relation. Lorsque la police interroge Brian, il reconnaît avoir vu Michelle la nuit de sa disparition en ajoutant qu'elle a quitté son appartement à 23 heures. Il a dit l'avoir accompagnée à sa voiture et embrassée avant qu'elle ne reparte. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. En recoupant les déclarations, ce serait la dernière fois qu'elle aurait été vue vivante. Et ce sont les empreintes de Brian Hurley que la police identifie sur la portière de la voiture de Michel. Mais Hurley défend sa version des faits en expliquant qu'il s'est penché par la vitre pour embrasser Michel. Et il insiste sur le fait que la scène s'est déroulée sur son parking. Bien que Brian ait été le dernier à voir Michel en vie, la police a aussi des raisons de soupçonner son mari au comportement étrange d'être impliqué dans sa disparition. Les Harris étaient sur le point de divorcer, et cela allait coûter très cher à Cal Harris. Harris possédait 6 concessions automobiles et ses affaires marchaient bien. Cal a proposé de verser 750 000 $ à Michelle, un arrangement qu'elle a rejeté. Peu de temps avant la disparition de la jeune femme, dans le cadre de la procédure de divorce, le tribunal a ordonné que l'ensemble des biens de Cal Harris soit évalué. L'estimation à elle seule allait lui coûter 30 000 $. Je crois que recevoir l'estimation certifiée mentionnant le chiffre de 30 000 $ l'a rendu fou de rage. Je n'ai jamais entendu dire qu'un homme verserait le moindre centime de gaieté de cœur à une femme qui le quitte. Ce n'est jamais une perspective réjouissante, quel que soit votre statut social. Et Cal Harris avait aussi ses petits secrets, mais pas pour ses voisins. Nous avons appris que durant ses précédentes relations, il y a eu des violences domestiques et qu'il était obsédé par l'idée de tout contrôler. La police demande à Cal Harris, Brian Hurley et Michael Hicks de passer au détecteur de mensonges. Seul l'un d'entre eux refuse. Lorsque les enquêteurs demandent à Brian Hurley de se soumettre à ce test, celui-ci accepte de bonne grâce. Le test a été probant. Et lorsque nous avons eu besoin de relever ses empreintes, son ADN ou de lui poser des questions, il n'a fait aucune difficulté. Michael Hicks, le cuisinier ayant purgé une peine de prison pour viol, accepte aussi de se soumettre au test, qu'il réussit également. Mais l'avocat de Cal Harris lui conseille de refuser le détecteur de mensonges, du moins le test organisé par les enquêteurs. Nous avons obtenu un mandat et placé un émetteur GPS sur sa voiture. Il s'est rendu à l'autre bout de l'État pour se soumettre à ce test. Il avait engagé un privé pour le conduire sur place. Et soudain, une déclaration de Cal Harris stupéfie les enquêteurs. Il est question de la voiture de Michel. Il a dit « Je vais renvoyer la voiture à la concession. Je veux qu'elle soit nettoyée et remise dans le circuit. » En d'autres termes, Cal a prévu de revendre la voiture de sa femme aussi vite que possible. Et ça, c'était vraiment choquant. On avait du mal à réaliser ce qu'il avait dit. Certains amis de Michel déclarent qu'au plus fort de ses accès de colère, son mari la menaçait. Cal lui disait que s'il voulait vraiment la tuer, il n'aurait pas besoin d'armes. Et que s'il la tuait, personne ne la retrouverait jamais.
Elle a été très claire quand elle disait ce que Calvin lui ferait pour éviter un divorce. Elle était terrorisée. Michelle confie à sa famille que sa seule raison de rester, ce sont ses enfants, dont elle pourrait perdre la garde pour abandon du domicile conjugal. Elle aurait été accusée d'abandon du domicile conjugal si elle était partie. Les avocats lui ont conseillé de rester. 3 hommes sont dès lors suspectés d'avoir enlevé et sans doute agressé Michelle Harris. Michael Hicks, le cuisinier du restaurant dans lequel la jeune femme était employée, Brian Hurley, son amant, et Cal Harris, son époux, en instance de divorce. Soumis avec succès au détecteur de mensonges, les 2 premiers ont été provisoirement disculpés. Rappelons que le détecteur de mensonges ou polygraphe est un ensemble d'appareils qui mesure les réactions psychophysiologiques d'un individu pendant qu'on l'interroge. Cela afin de déterminer s'il dit ou non la vérité. Bien que largement utilisé aux États-Unis depuis 1939, le polygraphe ne fait pas partie des outils dont dispose la police française, car sa fiabilité n'a jamais été clairement démontrée. Mais revenons à notre affaire. L'attention des enquêteurs se focalise maintenant sur Calvin Harris, car son comportement intrigue. Pour quelle raison a-t-il refusé de se soumettre au polygraphe dans les conditions définies par la police? Pourquoi est-il si pressé de remettre en circulation le véhicule de sa femme disparue? Cherche-t-il à faire disparaître d'éventuels indices? Car des 3 suspects, il est le seul à posséder un mobile criminel. En effet, une fois son divorce prononcé, il n'ignore pas qu'il sera condamné à rétrocéder la moitié de sa fortune à son ex-épouse. En fouillant dans le passé du couple et en recueillant les témoignages de proches, les enquêteurs découvrent que l'union de Calvin et Michelle Harris a traversé des turbulences. Tensions, disputes violentes, les époux se déchiraient et se trompaient mutuellement. Il l'a trompée plus d'une fois. C'est étrange, mais elles ressemblaient toutes à Michelle, toutes 2 petites blondes, très jolies. Il a même proposé de consulter un conseiller conjugal. Michelle a accepté et est allée au rendez-vous, mais lui n'est pas venu. Selon des amis du couple, Cal avait un besoin irrépressible de contrôler leur relation, et un divorce n'entrait pas dans son schéma. Ce 11 septembre, de nombreux pans de sa vie lui ont échappé. Il n'avait plus le contrôle absolu de sa femme, il n'avait plus de contrôle sur ses enfants. Et pour une personne de son tempérament, on imagine facilement que c'est devenu intolérable. Et le 12 septembre, tout était rentré dans l'ordre. Il avait repris le contrôle. Les enquêteurs ont déjà fouillé la maison des Harris le jour où la disparition de Michelle a été signalée. 3 jours plus tard, la police scientifique revient sur les lieux. Une fois encore, rien ne semble suspect, jusqu'à ce que les techniciens remarquent de minuscules gouttes de sang sur les murs de la cuisine. Les gouttes de sang faisaient environ 1 millimètre. Il y avait une projection sur le chambranle de la porte qui avait une forme de U et pas de sang à l'intérieur. Ces projections en forme de U se constituent lorsque de l'eau est mélangée au sang, ce qui explique que le contour de la tache de sang sèche plus vite. Cela indique que la scène a peut-être été nettoyée. La taille des taches de sang toujours visibles en dit bien davantage. Le sang a été projeté à une vitesse moyenne, car la victime a été frappée plus d'une fois avec une violence extrême. Lorsque la mort est due à des coups violents, on peut observer des taches ou des éclaboussures de sang projetées à une vitesse moyenne. La police retrouve encore davantage de sang sur un tapis se trouvant dans le couloir donnant sur la cuisine. Steve Anderson a relevé 78 ou 80 taches de sang. La plupart faisaient 1 millimètre ou un peu moins. Cela soutenait l'hypothèse qu'une agression ait pu avoir lieu dans la cuisine.
On avait des informations sur la force avec laquelle ce sang avait été projeté et de quel côté il venait. Parce que dans les éclats de peinture, il n'y avait pas de sang sur tout le contour, seulement d'un côté. Les tests ADN révèlent qu'il s'agit du sang de Michel. Nous avons utilisé une brosse à dents de la victime présumée pour confirmer le profil ADN. À ce moment-là, nous avons commencé à assembler les pièces du puzzle. C'est à l'aube du XXe siècle que le sang est devenu un indice scientifique utile aux enquêteurs. Dès 1901, les experts sont capables de différencier le sang humain du sang animal et des autres substances. Une quarantaine d'années plus tard, on distingue 4 groupes sanguins différents et autant de facteurs rhésus. Dès lors, à partir d'une goutte de sang recueillie sur une scène de crime, les suspects peuvent être ou non innocentés. Plus tard encore, une topologie des traces de sang permet de déterminer le type d'arme utilisée et avec quelle vélocité les coups ont été portés. En France, afin de peaufiner cette technique et d'imaginer un modèle informatique, un service de morpho-analyse des traces de sang a été créé en 1999 à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois. Après avoir inspecté le domicile de Cal et Michel Harris, les enquêteurs savent maintenant que la jeune femme a été mortellement agressée chez elle, dès son retour du restaurant. Mais ils n'ignorent pas qu'en l'absence de son corps, il sera difficile au procureur de prouver la culpabilité de son mari. Les jurés peuvent être imprévisibles, difficile de savoir comment ils réagiront. Selon toute logique, sans corps, impossible de prouver qu'il y a eu meurtre. Comment le prouver au-delà du doute raisonnable? Les traces de sang montrent que Michel a été agressé dans sa cuisine. La police retrouve également du sang de la victime dans le garage. Je ne pourrais pas vous préciser la quantité exacte de sang que nous avons retrouvé, mais ce que nous avions nous a permis de poursuivre l'enquête. Une seule question obsède encore les enquêteurs. Où est le corps de Michel Harris? Son mari avait un mobile. Le divorce allait lui coûter une fortune. Cal Harris avait tenu des propos menaçants envers sa femme devant des proches. Il est allé à un pique-nique familial après sa disparition. Et durant la journée, ils ont reçu un appel leur annonçant qu'un corps avait été retrouvé près de sa propriété. Et il a dit « impossible ». Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par « impossible » ? Pendant que la police poursuit ses recherches pour trouver le corps de Michel, Cal Harris reprend sa vie. Il vend les vêtements de sa femme et continue de voir sa petite amie. Il a demandé à sa petite amie de venir chez lui le soir de l'anniversaire de Michel, fin septembre. Elle craignait de voir Michel rentrer et il lui a dit « Ne t'inquiète pas, elle ne rentrera pas ». La police ne trouve aucune trace de sang sur ou à l'intérieur des véhicules de la famille. Étrange coïncidence, Cal a fait nettoyer sa voiture le jour de la disparition de Michel. Mais si Cal est l'assassin, comment a-t-il sorti le corps de la maison? Il l'a peut-être mise dans un sac poubelle ou dans une couverture. Honnêtement, nous n'en savons rien. La police arrête Cal Harris pour le meurtre de sa femme. Pourtant, il faudra attendre plusieurs années avant qu'il ne soit traduit en justice. Le bureau du procureur craignait que la défense n'avance que Michel était toujours en vie. Nous tenions absolument à contrer cette ligne de défense, affirmant que puisqu'on n'avait pas retrouvé son corps, elle était toujours en vie. La famille de Michel vit difficilement la période où Cal Harris est libéré en attendant son procès. Lorsque nous avions nos petits-enfants pour les anniversaires, ils ne nous regardaient jamais en face. Ils refusaient de croiser notre regard. C'est presque la preuve de son implication. Il a engagé une armée d'avocats tous extrêmement compétents. Je n'arrêtais pas de me dire, j'espère vraiment qu'ils ont des preuves suffisantes, parce qu'il a engagé les meilleurs avocats. Et même si le corps de Michel n'a pas été retrouvé, un fait demeure incontestable. Cal Harris était le seul à qui la disparition de Michel profitait. Les traces de sang au domicile des Harris suffisent à convaincre le procureur que Michel a pu être assassiné.
Même si ce n'est pas l'affaire la plus solide qui soit, le cas mérite d'être porté au tribunal. Nous le devons à Michel et à sa famille. La police pense que Cal Harris était dans la cuisine quand il a entendu Michel rentrer la voiture dans le garage. Harris était fou de colère à cause de la procédure de divorce exigeant une estimation de ses biens qui lui coûterait 30 000 $. Lorsque Michel est arrivé, Cal l'a agressé avec un objet contondant, lui assénant au moins 2 coups, d'où les taches de sang sur le sol de la cuisine. Le sang sur le chambranle montre qu'il l'a frappée une fois encore alors qu'elle était par terre. Harris a ensuite traîné Michel jusqu'au garage où son sang a été retrouvé sur le sol en béton. La police pense qu'il a ensuite placé le corps dans un sac plastique avant de le charger dans le coffre de son pick-up. Et il l'aurait enterré quelque part sur sa vaste propriété. De retour chez lui, il a déplacé la voiture de Michel jusqu'au bout du chemin menant à leur maison, à 500 mètres de là. Selon les enquêteurs, il aurait voulu garer le véhicule plus loin, mais ne voulait pas prendre le risque de se faire remarquer en rentrant chez lui à pied. Puis il a entrepris de nettoyer la cuisine, mais il lui était impossible d'effacer toutes les traces de sang. Le sang nous a permis de localiser la scène de crime. Et seul Cal Harris a pu essayer de la dissimuler. Pour quelqu'un qui aime l'ordre plus que tout, il devait absolument tout nettoyer. Mais il n'a pas été très efficace. Au moment du procès, Cal Harris tente de retourner la situation. En fait, puisqu'il ne pouvait pas faire coïncider sa déclaration avec celle de tous les autres témoins interrogés, il les a tous accusés d'être des menteurs. Il les a accusés d'avoir détourné les faits dans le seul but de le faire condamner. Les jurés ont également appris, d'après le relevé d'appel téléphonique de Michel, qu'il n'a pas tenté de la joindre une seule fois le matin où sa disparition a été signalée. D'autres nuits, lorsqu'il lui était arrivé de sortir très tard ou de ne pas rentrer du tout, elle avait une flopée d'appels lui intimant de rentrer immédiatement chez elle. Je suis enclin à penser que tout était planifié, qu'il avait imaginé comment et où procéder et où dissimuler le corps. Cal Harris est accusé de meurtre avec préméditation et condamné à 25 ans de prison. J'ignore si l'affaire aurait été portée devant les tribunaux sans la présence de sang. Mais au terme de l'enquête, je n'imaginais pas d'autre issue. Ils voulaient que le procès ait lieu ailleurs. Mais je pense que même si l'affaire avait été jugée en Égypte ou ailleurs, au vu des preuves rassemblées par la police et de l'accusation menée par Keane, il aurait été déclaré coupable n'importe où. Malheureusement, le corps de Michel n'a toujours pas été retrouvé. Si vous n'êtes jamais allé dans cette région, vous ne pouvez pas imaginer l'étendue de ces bois. Il n'y a que des chemins et des routes forestières. Dans ce coin-là, vous n'allez pas rendre visite à des amis. Il n'y a que des bois. Elle est quelque part dans cette forêt. Nous continuons nos recherches. Nous recevons toujours des alertes. L'ADN et les empreintes dentaires de Michel ont été entrées dans une base de données internationale. Nous continuons de recevoir des informations et même de nouvelles théories. Et nous ne négligeons aucune source. Parfois, ce sont des médiums qui nous appellent. La police ne relâchera jamais ses efforts pour découvrir l'endroit où se trouve le corps de Michel Harris. Comme nous l'avons vu au cours de cette enquête, différentes techniques d'investigation scientifique ont permis de restreindre la liste des suspects puis d'établir la culpabilité de Calvin Harris dans l'agression et la disparition de son épouse. Alors, relevé d'empreintes digitales sur la voiture abandonnée, emploi du polygraphe, découverte et identification de taches de sang, comparaison de profils ADN. Mais, pour sophistiquées qu'elles soient, ces techniques n'ont fait que confirmer l'intuition première des enquêteurs. Harris possédait un mobile pour éliminer sa femme avant que son divorce soit prononcé. L'argent. L'avocat de Michel réclamait pour sa cliente le versement d'une pension annuelle de 80 000 $ pendant 10 ans, à laquelle s'ajouteraient des compensations matérielles.
Calvin Harris a refusé cette disposition et il a réagi de la manière la plus violente qui soit. Il a massacré de sang-froid la mère de ses 4 enfants et a fait disparaître son corps. Et en dépit de sa condamnation, il a refusé obstinément de révéler où il l'avait enterré. Il purge actuellement une peine de 25 ans de prison. Sachez encore que les crimes conjugaux représentent par exemple 20% des homicides au Canada. Et en France, une étude menée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur dénombre qu'en 2007, 192 homicides ont été commis au sein du couple, dont 86% des victimes étaient des femmes. Aucun crime n'est excusable, quels qu'en soient les mobiles et les circonstances. Néanmoins, sachant de quel bois est faite l'espèce humaine, certains actes odieux soulèvent plus que d'autres l'indignation. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Dans la petite ville de Navasota, au Texas, Lonnie Turner est une figure locale importante. Lonnie Turner était propriétaire et entrepreneur de pompes funèbres à Navasota. C'était un membre très respecté de la communauté. C'était un homme qui s'impliquait dans la vie de la communauté. Il aidait les gens dans le besoin. Si vous n'aviez pas d'argent ou pas d'assurance pour payer la cérémonie, il réglait la note pour vous. Souvent, il n'était pas remboursé. Il est aussi l'un des premiers Afro-Américains à devenir membre du conseil municipal et du comité de gestion des écoles. Il a fait tomber bon nombre de barrières raciales. C'était un homme d'affaires avisé, un homme bien. Une nuit de novembre, le fils de Lonnie Turner rentre chez lui peu avant minuit. Il constate que l'ampoule près de la porte de derrière a été dévissée. Il a vu que la télé du salon était allumée et les lumières aussi, et il s'est dirigé vers la chambre de son père. De la lumière filtre sous la porte de la chambre, ce qui est inhabituel à cette heure avancée. Il regarde donc à l'intérieur. Il a vu ce qui semblait être du sang sur le mur et son père gisait par terre, entre le lit et le mur. Il a paniqué et il a couru dans sa chambre. Il a pris son arme qui était sous le matelas. Ensuite, il se rue dehors et appelle la police. Dans la panique, Lonnie Junior grimpe dans sa voiture et roule jusqu'au poste de police. Lorsque la police arrive peu de temps après, c'est le frère de la victime, Lawson, qui ouvre la porte. Lawson explique qu'il vient d'arriver et qu'il n'a vu ni son frère ni son neveu. Il comptait passer la nuit chez son frère. Il a fait le tour de la maison, mais il ne l'a pas vu. Il pensait que son frère avait dû être appelé pour un décès. Il s'apprêtait à aller se coucher parce qu'il devait se lever tôt le lendemain matin. Ils l'ont fait sortir et l'ont traité comme s'il pouvait être le tueur. Les policiers découvrent Lonnie Turner sur le sol de sa chambre. Il a reçu 2 balles à bout portant. Ils retrouvent les douilles d'un 9 mm. Dans la voiture de police, les officiers apprennent à Lawson que son frère a été tué. Oh, this is unbelievable. Oh no. J'étais là cette nuit-là et il pleurait comme un bébé. Il était totalement bouleversé. Il n'y a pas de traces d'effraction, rien n'a été volé. Pourtant, il y avait 7 000 $ en liquide dans un coffre-fort. En fait, le coffre était ouvert et il y avait des armes à feu dans toute la maison. Mais on n'avait touché à rien.
Au poste de police, Lonnie Junior dit aux inspecteurs qu'il n'a aucune idée sur la personne qui aurait pu tuer son père. Vous connaissez quelqu'un qui voulait du mal à votre père? Personne? Non, il n'avait pas d'ennemis ou de trucs de ce genre. Mais les inspecteurs sont troublés par les versions données par le frère de Lonnie Turner et son fils, qui a quitté la scène de crime après son coup de fil à la police. Et l'affaire est sur le point de devenir encore plus étrange. Presque tous les officiers de la police de Navasota connaissaient Lonnie Turner. Il dirigeait les pompes funèbres les plus prospères de la ville et il s'impliquait dans les affaires de la municipalité. On a tous passé du temps aux pompes funèbres. On le respectait et on respectait le fait qu'il n'était pas seulement un ami, mais aussi un personnage important et un modèle à suivre. La scène de crime indique que Lonnie Turner était dans son lit et qu'il s'est réveillé. En voyant qu'il était menacé, il a cherché à se protéger avec son bras. La première balle se loge dans son avant-bras. Quand l'assassin a tiré, il a roulé vers la gauche et il est tombé du lit. Le second coup de feu le touche en pleine poitrine. On s'est intéressé à ceux qui le connaissaient ou qui auraient voulu le tuer. Les innombrables séries télévisées nous ont rendu familières l'analyse d'une scène de crime par les experts de la police scientifique. Bien que la plupart d'entre elles montrent des procédures proches de la réalité, elles ont tendance à transformer les policiers en super-héros omnipotents capables d'effectuer des prélèvements sanguins, d'identifier la nature d'un matériau en utilisant un spectromètre de masse, puis d'interpeller un suspect arme au poing et de procéder ensuite à son interrogatoire. Dans la réalité, les missions sont nettement cloisonnées. Un biologiste ne réalisera pas une expertise balistique. Un informaticien ne se transformera pas en médecin légiste et un spécialiste des empreintes digitales n'interviendra pas physiquement pour neutraliser un dangereux malfaiteur. Dans le cadre de notre histoire, l'analyse de la scène de crime indique que le vol n'est pas le mobile de l'agression. Elle montre aussi que la victime a vraisemblablement été surprise dans son sommeil et qu'elle a essayé de se protéger d'un premier coup de feu. Par contre, la présence du fils de Lonnie Turner sur les lieux de l'agression, puis quelques minutes plus tard, celle de son frère Lawson, intrigue les enquêteurs. Pour quelles raisons les deux hommes se trouvaient-ils dans la maison à une heure déjà avancée de la nuit? Lonnie Junior dit qu'il est rentré chez lui, a trouvé son père blessé dans sa chambre. Ensuite, il a attrapé son arme et son téléphone, a appelé les secours et s'est rendu en voiture jusqu'au poste de police. Lonnie dit lui-même qu'il a appelé la police sans vérifier au préalable si son père était toujours en vie. On lui a demandé « Pourquoi vous n'avez pas vérifié? Il respirait encore? Est-ce qu'il a essayé de vous dire quelque chose ?» Et Lonnie n'a rien fait de tout ça. Ça paraissait louche. De toutes les histoires farfelues que j'ai entendues au cours de ma carrière, c'était la plus bizarre. Rien de ce qu'il disait ne paraissait crédible. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus étrange. Peu de temps après le départ de Lonnie Junior et avant l'arrivée de la police, le frère de la victime, Lawson, déclare qu'il est arrivé et qu'il est entré dans la maison. Il comptait passer la nuit là-bas. Lawson devait arbitrer un match de football universitaire le lendemain à Houston. Comme il n'a pas eu de réponse, il s'est dit que son frère avait été appelé pour un décès. Et lorsque la police arrive, il ne sait pas du tout qu'un meurtre a été commis. Lonnie Turner a été tué avec un 9 mm. La police découvre justement un pistolet de même calibre sous le matelas de son fils. Des balles tirées avec ce revolver sont comparées à celles retrouvées dans le corps de Lonnie Turner. J'ai pu déterminer que les balles prélevées lors de l'autopsie avaient été tirées avec ce pistolet Taurus. Et ce sont les empreintes de Lonnie Junior qui se trouvent sur l'arme. Interrogé, Lonnie Junior dit à la police qu'il n'est pas étonné que son arme ait été utilisée pour tuer son père, parce qu'elle lui a été volée 2 semaines plus tôt. On a trouvé ça étrange. Il n'a pas déclaré le vol à la police, mais tout d'un coup, l'arme réapparaît sous son matelas.
La police procède à un relevé de résidus de poudre sur le frère et sur le fils de la victime. L'analyse est négative pour Lawson, qui passe aussi au détecteur de mensonges. Il n'avait pas de mobile. Il n'avait pas vraiment de raison de tuer son frère. Mais des résidus de poudre sont retrouvés sur les mains de Lonnie Jr. Il explique que cela doit être dû au fait qu'il a pris son arme de calibre 38 pour se protéger avant d'appeler les secours. Aucune arme à feu n'est suffisamment hermétique pour éviter que des résidus de poudre ne s'échappent de la culasse et du canon. Sachant cela, les enquêteurs effectuent des prélèvements sur les mains et les vêtements du tireur présumé à l'aide de tamponnoirs et de bandes adhésives. Les échantillons sont ensuite analysés au microscope à balayage électronique ou à l'aide d'un spectrophotomètre à absorption nucléaire. Les résidus persistent une dizaine d'heures après le tir, mais ils disparaissent facilement au lavage. Dans le but d'apporter leur contribution aux enquêtes policières, les fabricants incorporent dans l'amorce des projectiles de minuscules fragments de métaux lourds identifiables à l'examen microscopique. Dans notre affaire, le test de résidus de poudre réalisé sur Lonnie Turner Jr., le fils de la victime, se révèle positif. Mais ce dernier argue qu'il a retrouvé sur la scène de crime l'arme qui lui avait été volée, qu'il s'en est emparé machinalement avant d'appeler les secours. Cette version des faits étant peu convaincante, les policiers doivent en priorité établir avec précision l'heure du décès de Lonnie Turner et vérifier l'alibi de son fils. On a vérifié qui avait parlé à la victime pour la dernière fois. On a découvert qu'il avait discuté avec une amie vers 21h15. Et lorsque Lawson essaie de joindre son frère vers 22 h, celui-ci ne répond pas au téléphone. Donc il est mort entre 21h15 et 22h. Lonnie Jr. affirme qu'il a un alibi pour toute la soirée. Il déclare qu'il était au restaurant avec sa petite amie et qu'ensuite ils sont allés chez elle. Sa présence a été confirmée au restaurant.